Salut Laura. Salut. Bienvenue sur ce podcast chez The Tech Generation. Merci. On enregistre aujourd'hui à Paris, dans un super endroit qu'on a découvert ensemble ce matin. Yes, magnifique. Écoute, avec toi aujourd'hui, on va parler de plein de trucs, mais on va focaliser un peu sur l'automatisation. Ok. L'automatisation dans ce nouveau monde d'AI, puisque tu es un peu la reine de l'automatisation. Quand on a commencé à papoter, je sais plus quand, mais il y a quelques semaines qu'on a rencontré, tu m'as appris plein de choses. D'ailleurs, je l'ai déjà dit 2-3 fois, mais je le dis haut et fort sur le podcast. Tu m'as appris un des trucs dont je me sers le plus, à savoir Fathom, le meilleur AI note taker que j'ai trouvé. Yes. Je donne mon tricks en direct. Tiens, on va commencer comme ça, l'automatisation. Tu sais quoi, on donne un cadeau bonus dès l'entrée du podcast. Fathom, super prise de notes, ça enregistre gratuitement en plus sur tous les Zoom, Teams, Google Meet, et puis ça fait un transcript et il est très bien fait. Le transcript et le résumé est génial. Le résumé est génial. Et le truc, on n'est pas payé, putain, on va appeler Fathom pour qu'il nous file quelque chose, mais on n'est pas payé par Fathom. Mais le résumé est extraordinaire et je trouve que la version gratuite s'autosuffit déjà. Oui, exactement. Voilà. Bon, bah du coup, sur cette pub gratuite pour Fathom, on peut lancer. Donc, on va parler aujourd'hui d'automatisation avec toi. Je te rappelle un peu le format de ce podcast. D'abord, je vais te poser une question sur l'automatisation. Yes. J'y viens dans 2 secondes. Tu vas m'y répondre. Je suis un peu... On est plusieurs dans ma tête et du coup, tu vas répondre à plusieurs Jérémy. Le premier Jérémy, c'est un petit enfant d'une dizaine d'années. Okay. Le bon moment pour être pédagogue et raconter plein de choses pour que le petit enfant comprenne. Le deuxième Jérémy, c'est le jeune fou d'une vingtaine d'années. Donc là, tu peux rentrer un peu dans les concepts. Et le troisième Jérémy a plutôt une cinquantaine d'années. Il dirige une boîte et du coup... on verra, on se mettra dans la situation à ce moment-là. Il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé, il a beaucoup grandi, il a moins de cheveux, tout ça. Et ensuite, on parlera de toi. Tu nous raconteras un petit peu qui t'es, ton parcours et puis surtout ce que tu fais. Okay. Et ensuite, on finira en parlant un peu d'un concept qui nous est cher, c'est chez The Tech Nation, qui est l'impact. Okay. Du coup, cette question qu'on a magnifiquement préparée ensemble, qui nous a fait penser à un fameux politique français, automatiser plus pour gagner moins. Non, c'est pas ça. Donc, Travailler moins pour gagner plus. Travailler moins pour gagner plus, c'est exactement ça. C'est un peu c'est comme ça qu'on aurait dû la formuler, la question. Donc la question, allez, je te la pose. Donc je suis un petit Jérémy. Non, d'abord je te la pose normalement. Yes. Est-ce que automatiser son travail, on va parler évidemment dans un contexte AI, etc., mais est-ce qu'automatiser son travail, c'est la clé pour bosser moins? Ouais, pour bosser moins et être plus efficace. C'est dur hein, de s'en rappeler. Est-ce que automatiser son travail, c'est la clé pour bosser moins et être plus efficace? Voilà, donc je te pose officiellement la question. Et donc là, dans un premier temps, j'ai une dizaine d'années. Et donc, tous ces concepts-là sont encore, tu l'imagines, assez flous pour moi. Est-ce que tu peux m'expliquer, avec le maximum de pédagogie possible, de quoi on va parler? Yes, petit Jérémy. Déjà, si la question est floue pour les adultes, alors le pauvre, je ne sais pas s'il va comprendre grand-chose. Travailler comme tu travailles à l'école ou alors peut-être à la maison, t'aides tes parents. Le but de l'automatisation, effectivement, c'est qu'il y ait quelque chose d'autre qui fasse des actions à ta place. Par exemple, quand tu rentres à la maison, dès que tu rentres, si tu as une montre connectée ou ton téléphone, il y a une application qui va envoyer un message à une autre application et qui va lui dire « Ok, petit Jérémy est rentré, ça peut prévenir ton papa, ta maman, tout va bien. » Ça peut même allumer les lumières, parce que ça envoie un message à une autre application qui, elle, allume les lumières. Ça peut faire beaucoup de choses. Ça peut me préparer mon goûter? Ça pourra un jour préparer ton goûter. Ça peut... si tu aimes le café, ça peut déclencher une machine à café. Mais j'imagine que tu n'aimes pas le café encore. Non, pas encore. Mon papa et ma maman, ils aiment beaucoup le café, mais moi, je suis plutôt chocolat chaud encore. Chocolat chaud. Si tu as une machine à chocolat chaud, Jérémy, ça peut préparer ton chocolat chaud quand tu arrives. Et comme ça, il est tout prêt. Ça, c'est l'automatisation. Tu veux dire qu'il est déjà possible, juste en ayant une montre ou un téléphone dans ma poche, que lorsque j'arrive à la maison, les lumières s'allument, ma maman et mon papa sachent que je suis arrivé chez moi et mon chocolat chaud se prépare tout seul. Exactement. C'est déjà quelque chose qui existe. C'est déjà quelque chose qui existe. Mais dans des concepts hyper compliqués ou dans la vie de monsieur et madame tout le monde, nous, on peut le mettre à la maison?
Tu peux le mettre à la maison. Si tu as, par exemple, un téléphone, un smartphone, tu as une application qui permet... J'essaie de parler à un petit Jérémy. Une application qui permet de voir... ok, la première application numéro 1, elle détecte que Jérémy est arrivé à la maison et elle envoie le message à l'application numéro 2. Et oui, ça, tu peux le faire dans ton téléphone. Et si ta machine à chocolat chaud est ce qu'on appelle connectée à ton téléphone, si c'est pas juste une machine qui parle à personne, mais si elle est connectée à ton téléphone, elle peut tout à fait faire le café. Les lumières peuvent s'allumer si la lampe est connectée aussi à ton téléphone. Et c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Magnifique. Mais du coup, moi, tout de suite, à 10 ans, j'ai envie de te poser une question qui va faire débat, naturellement. Mais est-ce que ça peut faire les devoirs à ma place, du coup? Bien sûr, ça peut faire les devoirs à ta Mal. place. Attention à la façon dont tu réponds, petit Jérémy. Heureusement, les enfants de 10 ans, a priori, n'écoutent pas ce podcast. Mais... Et c'est là où ça devient intéressant, en fait. Ce que tu apprends à l'école, les machines le savent déjà. Donc, est-ce que... Donc ça sert plus à rien d'apprendre. Ça sert... Ça sert beaucoup d'apprendre pour te développer toi, pour pas rester à côté de machines qui sont plus intelligentes et qui savent plus de choses que toi. Mais ça va être utile, je pense, à l'école d'apprendre d'autres choses, effectivement, peut-être un peu plus humaines, que les machines ne sauront jamais apprendre, en fait, ou seulement copier. Bon, je pars trop loin pour le petit Jérémy, mais l'idée, c'est que oui, ça peut faire tes devoirs. Et ça, c'est pas tant l'automatisation, c'est juste ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et c'est l'intelligence qui va faire que tu vas lui dire, ben voilà, ma maîtresse m'a demandé de faire un exercice de maths, elle m'a demandé de faire des multiplications, et tu vas dire à l'IA, ben, elle m'a demandé de faire 10 x 12. Et tu vas dire à l'IA, fais-moi 10 x 12, et elle va te le faire. Ok. Là, tu n'auras plus effectivement à faire tes devoirs, mais c'est pas l'idée de ne pas faire ses devoirs, parce que si tu sais plus rien, c'est un peu triste. Le grand challenge de notre temps. Ok, ouais. Sur ce, je te propose de grandir un peu. Pardon. Donc, écoute, j'ai bien bossé à l'école, j'ai grandi, j'ai une vingtaine d'années, je commence mes études et du coup... J'arrive en stage maintenant, donc pour le coup, l'IA et même l'automatisation et ces concepts-là, je les connais, je les comprends. Par contre, je suis au tout début de ma vie professionnelle. Et du coup, je suis hyper curieux. Moi, tu m'as dit cette phrase, tu m'as dit quand on s'est vu en entretien, puisque je démarre mon stage chez toi, Jérémy, si tu automatises, tu pourras bosser moins et mieux. Mais là, ma grande question, c'est comment ? Et puis peut-être quoi ? Est-ce qu'on peut peut-être aussi prendre des use cases à ton avis, si je suis stagiaire et que j'arrive en entreprise, quels sont les premiers trucs dont je peux m'emparer pour ça, pour bosser moins et gagner plus ? Gagner plus, on verra après, mais bosser moins et mieux. Déjà, félicitations pour ton stage. Merci. En fait, oui, tu peux arriver et automatiser. Oui, tu peux bosser moins en étant plus efficace, mais... il y a la mise en place. C'est comme, j'aurais expliqué au petit Jérémy de 8 ans, que si tu dois faire un gâteau, tu veux le manger, tu dois le faire d'abord. En fait, tu peux tirer les bénéfices de l'automatisation seulement aujourd'hui, en 2025, si tu l'as construit. En fait, l'automatisation est une étape vers les agents IA. Un agent IA, un jour, il n'y aura plus besoin de le construire. Des gens l'auront construit pour toi. Aujourd'hui, l'automatisation se construit encore. Donc, comment tu l'as construit ? Tu vas, par exemple, petit tips sur des sites comme make.com qui, en fait, te permettent de relier des sites, des plateformes, des apps entre elles. Et donc, tu peux quasiment, c'est pas tout obtenir, mais quasiment aujourd'hui, sans code, tu peux quasiment tout connecter. Et donc l'automatisation existe depuis un moment déjà, mais le fait d'avoir intégré l'IA aujourd'hui fait que ça la rend beaucoup plus intelligente. Et les tâches que faisaient des humains avec de l'intelligence peuvent être faites
donc par l'IA, et donc ça fait que tout un process peut être créé. Donc on peut parler par exemple de si tu dois faire la création de contenu. Imaginons tu dois faire un podcast avec quelqu'un et la personne doit se déplacer, Jérémy doit se déplacer de Barcelone à Paris, mais il peut pas. En fait, il peut pas, et puis il aimerait interviewer d'autres personnes à New York. Il peut pas se déplacer à New York, à Shanghai, peut-être un jour. Ce serait génial. Mais ce que peut faire Jérémy, c'est en fait créer son avatar, créer sa voix. Et effectivement, je crois que Jérémy le fait déjà dans plusieurs langues. Et ensuite, simplement, tu vas créer une automatisation. Tu vas lui donner le thème. Tu vas lui donner le thème et lui dire 2-3 instructions. Et donc l'automatisation, ça va par exemple aller dans ChatGPT, que tout le monde connaît. ChatGPT va, dans un premier temps, écrire le script de la vidéo. Donc Jérémy et Laura discutent de tout ça. D'ailleurs, Gemini le fait très bien. Jérémy et Laura discutent de tout ça. Ensuite, ChatGPT va envoyer le texte à une autre application qui va créer les voix, une autre application qui va créer les avatars, et puis ensuite la mettre en ligne. Génial. C'est hyper intéressant. Il y a plein de trucs sur lesquels j'avais envie de rebondir, mais je voulais surtout pas te couper. D'abord, j'aime bien le fait que tu aies précisé qu'on peut aujourd'hui automatiser des tonnes de choses. Par contre, il ne faut pas négliger le travail que ça implique en input. En fait, il faut avoir conscience, c'est-à-dire que c'est du travail en input, c'est génial, et derrière, ça fait gagner un temps fou, réellement, mais ça ne se fait pas encore en claquant des doigts. Finalement, c'est ce qui est aussi sympa, c'est ce qui permet peut-être à ceux qui s'y mettent maintenant d'avoir un petit avantage, entre guillemets, concurrentiel. Exactement, en tout cas pour les 6 prochains mois, la première année, et d'ici peu, l'IA pourra elle-même créer des automatisations, en fait. Ouais. Et tu parlais aussi de ces agents. Ouais, en effet, si nos auditeurs nous écoutent en français, c'est nos vrais nous. Si ils nous écoutent en anglais, c'est déjà un peu nos avatars, puisque nous, ce qu'on fait... Alors, en l'occurrence, c'est une solution all-in-one. Ça nous demande un peu de travail. Hein. C'est pas neutre. Puis après, peut-être on passera à l'automatisation de... J'aimerais bien qu'on revienne sur Make, Zapier, etc. C'est hyper intéressant. Mais donc, pour expliquer ça, Eleven Labs, nos voix passent dans Eleven Labs. Ouais. En fait, c'est du text to voice to text. Enfin, c'est du text to voice. C'est-à-dire que l'IA nous transcripte en français. Voice to text. Ouais, voilà, pardon. Voice to text to voice, t'as raison. J'étais pas. L'IA prend nos voix, nous transcripte, réimite nos voix, et en fait, si on nous écoute en anglais, c'est pour ça qu'il y a moins d'émotions, que c'est un peu moins fluide pour l'instant, que nos vrais nous. C'est cool, nos vrais nous sont encore un peu plus intéressants. Mais c'est déjà une automatisation, un agent, c'est déjà plein de choses. Ouais, pour l'instant, ça progresse vite. Hein. Il y a peut-être des gens qui sont pas très expressifs qui pourront être beaucoup plus expressifs à travers ce genre d'outils, en fait. Ouais, la voice, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je me rends compte que ça relève déjà plein de barrières. Mais bon, on va pas partir là-dessus, sinon on va partir dans tous les sens. Je voulais te poser cette question sur le... donc, je reviens, Jérémy, de 20 ans. Yes. Ouais, j'ai entendu parler. J'ai vu des copains, etc., qui, avec, je sais pas, tu nous diras quel est ton préféré, Make, Zapier, et il y en a quelques autres, sont capables de connecter plein d'applications ensemble. Je sais pas, moi, est-ce que tu pourrais me donner un use case on va essayer d'aller sur quelque chose d'un peu concret. Aujourd'hui, je reçois plein de mails, et puis il faut que je sois capable de mettre dans des tableaux Excel pour analyser de la data, de la donnée qui est dans plein de mails de plein de personnes différentes, sur plein de formats différents. Ça, c'est des choses qu'on sait déjà faire tout seul, en levant les mains, sans rien faire. Donc transcrire un mail dans des cases, par exemple Excel, Google Sheet. Ouais, je dirais par exemple, je sais pas, moi je reçois des mails de la part des clients. Oui. Et puis mon patron me demande d'automatiser un système pour que toute la data des mails clients, qui est à la fois parfois du quanti, parfois du chiffre, parfois des plaintes, parfois des félicitations, aille dans un seul et même endroit. Et qu'à la fin de la journée ou de la semaine ou du mois, ils puissent avoir des tableaux, des graphiques, ce genre de choses.
oui, c'est tout à fait possible. Et encore une fois, il faut d'abord mettre en place l'automatisation que tu veux, parce que ce que tu as demandé, c'est assez spécifique. Pas tout le monde reçoit des tableaux ou des chiffres par email qu'il a envie de transcrire dans des tableaux pour en faire des tableaux de bord. Mais oui, c'est tout à fait faisable et c'est quand tu connais l'automatisation aujourd'hui pas très compliqué, quand tu la connais pas, il y a quand même un gap entre l'apprentissage et le résultat. Ouais. Et l'idée, c'est quand même de pas perdre trop de temps à créer l'automatisation. Voilà, il ne faut pas mettre des semaines à créer une automatisation. Il y en a d'autres qui pourraient le faire peut-être en 2 heures, quoi. Et donc, oui, tu reçois un email. De un, on peut le trier. L'IA peut le trier facilement. Mais là, il y a aussi parfois, on pense qu'il faut tout automatiser avec l'IA. Il n'y a pas besoin. Par exemple, nous, effectivement, là, on automatise aujourd'hui des emails, mais on le fait avec des filtres. Les filtres qui existaient depuis quelques années sont déjà très bien. Ensuite, pour répondre aux emails, là, c'est l'IA. Et l'IA, elle est plutôt forte. Qu'est-ce que tu peux créer en fait comme email? Tu veux créer un email qui a le ton de ton Jérémy. Et donc le ton de ton Jérémy, le style, en anglais le tone of voice, est très intéressant pour répondre à un email. Sinon, on va se dire que ça va être un style IA froid. Non, l'IA, elle est forte. L'IA, elle peut te recréer ton style à toi. Elle peut recréer le style de Proust. Il n'y a peut-être pas l'âme, mais elle recrée le style de Rimbaud. Donc oui, elle peut recréer le style de Jérémy dans un email professionnel, bien sûr. Et donc ça, c'est vraiment important. L'IA, elle est capable de le faire depuis plusieurs mois. On dit souvent la création de contenu, ça fait trop IA. Ça fait trop IA, ça veut dire qu'elle n'est pas assez promptée. Le prompt est très très important, la manière dont tu vas lui demander de faire les choses. Et ça va faire la différence entre les personnes aujourd'hui en 2025 qui savent l'utiliser et celles qui ne l'ont pas encore trop utilisé. Et après, donc, tu peux répondre à ton email. Tu peux aussi prendre tous tes tableurs dans l'email, les envoyer automatiquement, donc sans rien faire. Oui, dans un Google Sheet, dans un Airtable qui est une base de données incroyable pour l'automatisation. C'est comme un Excel sous stéroïdes. Et il y a plein d'automatisation à l'intérieur. Et donc, tu reçois tes chiffres et ça fait des tableaux de bord. Ouais, à la fin, il y a un côté magique. J'aime bien ce que tu as dit. C'est vrai que souvent, quand je pose la question moi, à des personnes, est-ce que tu sais, ces personnes qui sont un peu sceptiques sur l'IA, et c'est tout à fait normal, et on a besoin que tout le monde soit pas aussi enthousiaste que toi et moi, sinon ça irait trop loin. Le monde serait triste. Ouais, le monde serait triste. Heureusement que les sceptiques existent. Mais souvent, moi j'entends des personnes dire ouais, j'ai essayé, mais j'étais pas convaincu, ce qui m'a sorti est pas terrible. Comme si vraiment il suffisait de poser une question et que tout de suite ça devait être génial. Et j'aime bien le principe de se dire que c'est comme tout en fait. L'IA, c'est un outil, c'est une compétence. Si on donne une tronçonneuse à quelqu'un, une personne peut faire une sculpture de glace exceptionnelle et l'autre personne peut juste ne même pas arriver à la démarrer. J'allais dire se couper un doigt, mais ne même pas arriver à la démarrer. Je pensais pas à une sculpture de glace quand tu as parlé de tronçonneuse. Une sculpture de bois ou ce qu'on veut. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec le même outil, on peut faire des choses exceptionnelles comme rien du tout. Ou des choses catastrophiques d'ailleurs. Parce qu'avec une tronçonneuse, je peux aussi faire des choses catastrophiques. Mais voilà. Ok. Ou m'en servir en politique si je suis argentin. Et faire plein de trucs comme ça. Mais bien sûr, en fait, ce qu'il faut, c'est comme tout, c'est se former. Et en fait, se former avec des choses, des gens qui ont déjà réfléchi à tout ça, ne pas réinventer la roue, parce que ça fait déjà 2-3 ans que l'IA générative est là. Donc il y a des prompts gratuits que vous pouvez trouver sur Internet. Et il y en a partout. Donc l'idée, c'est de faire un premier bon prompt. Pour ensuite, il y a souvent une V2 et une V3, voire V4, V5. Si on part d'un mauvais prompt, en fait, c'est vraiment... voilà. Si on part d'un mauvais prompt, on va pouvoir augmenter la V2, V3, comme ça. Si on part d'un bon prompt, on est déjà là et on va pouvoir faire une V2, V3 vraiment très haute. Et je trouve aussi que le mot prompt, il y a plein de gens à qui ça fait peur parce qu'on s'imagine... Moi, au début, prompt, je m'imaginais ça presque comme du code, etc. Et en fait, il y a 1 milliard de façons de prompter. C'est-à-dire comme toi, tu parles, comme moi, je parle. En fait, prompter, c'est juste réfléchir. D'ailleurs, si je suis stagiaire, moi, je trouve que c'est réfléchir à comment lui parler de la bonne manière et comment lui donner les bonnes informations. Mais il n'y a pas...
il y a des best practices, mais il n'y a pas une façon de faire. On s'amusait l'autre jour avec l'équipe tech de comparer la façon dont on parlait à nos IA, GPT, Mistral, etc. Et c'était assez drôle parce qu'il y avait des styles radicalement différents. Mais ce que je veux dire, c'est que j'imagine que toi, tu as ta propre façon de prompter. C'est simplement se poser la question, réfléchir, se dire un peu comme si je disais à un autre être humain. Si je dis à une personne, que ce soit mon subordonné, mon stagiaire, mon collègue, mon mari, ma femme, etc., si je lui donne pas les inputs, il peut pas arriver au bon résultat. Et finalement, avec l'IA, c'est exactement pareil. Et prompter, c'est juste ça. C'est exactement ça, c'est communiquer en fait. Ouais. Et au mieux tu communiques, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as dans ta tête. Je crois que c'est ce que tu as en tête, ce que tu dis. Déjà, tu as 20%, tu as 20% qui est brouillé, 20% qui est flou. Donc tu n'as plus que 80% de la restitution quand tu dis. Ce que l'autre entend, 60%. Ce que l'autre comprend. Ce que l'autre ensuite restitue. Ou le travail qu'il fait, tu perds encore 40%. Et à la fin, s'il y a quelqu'un d'autre qui demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait, 20%. Donc en fait, ce que tu avais en tête et ce que derrière un ou deux humains ou IA ont compris et ont fait, bon, bah, la communication a bien changé. Hein, c'est connu en fait, et ça le fait, on le voit très bien en fait avec l'humain en entreprise. C'est compliqué de communiquer, c'est compliqué de faire des visios, c'est compliqué de faire des projets. La casquette chef de projet est très complexe. En réalité, je crois que pour un product owner, un product manager, 70% de ces projets au bout de 6 mois sont abandonnés parce qu'en fait personne n'a compris. Ça a été par exemple les features, en français, les fonctionnalités d'un produit se sont perdues, le développeur n'a pas bien compris, le juriste non plus, celui qui fait le design. Et donc en fait, l'idée de la communication dans un prompt, c'est de dire du mieux possible ce que tu veux. Par exemple, tu peux donner, dans les best practices, tu peux donner le rôle à l'IA. Qui es-tu ? Est-ce que tu es un community manager ? Ok, tu es un community manager, tu as 20 ans d'expérience, tu es très fort sur la rédaction, surtout sur LinkedIn. Voilà, là ce sera ta spécialité si on veut écrire que sur LinkedIn, sinon sur tous les réseaux sociaux. Et puis tu lui dis ensuite ce que tu veux. Est-ce que tu veux écrire un post pour parler en B2B, en B2C, et ce post du jour, comment tu le veux, quelle est ta manière de le faire. Et là, tu peux lui donner, pour qu'elle soit vraiment plus précise, 10 posts que tu as déjà fait. Parce que sinon, elle va le faire effectivement dans le style de Laura, alors que tu le voulais dans le style de Jérémy. Mais elle peut tout faire. Et effectivement, il faut bien lui communiquer, c'est juste ça, prompter, oui. Trop bien. Ouais, moi, c'est une phrase que je m'entends pas, mais je me vois souvent dire à mon GPT, c'est « Sois plus Jérémy » dans le style. Ah, waouh. Parce que grâce à la mémoire, il nous connaît, il sait qui on est, du coup, il sait reproduire le style. Mais je pourrais pas lui dire « Sois plus Laura » puisqu'il ne te connaît pas. Ouais. Ou bien, toi, tu peux lui dire, mais... Ouais. Et ça marche après ? Ouais, franchement. Moi, souvent, quand je prompte, si par exemple, je dis, je sais pas, soit... quand je veux faire un... Moi, c'est à toi qu'il faut poser la question, mais ce que je fais de plus en plus, c'est que mon mail, avant je l'écrivais en brouillon directement dans mon mail et puis je le repensais à l'intérieur. Maintenant je l'écris toujours, mais je l'écris dans mon GPT. Oui. Et comme ça me permet... j'ai des phrases qui sont déjà complètement rédigées et puis j'ai des phrases où j'ai juste mis des idées où je sais que je vais y revenir plus tard. Et du coup, parfois à la fin, je sais que mon mail est très bien comme ça, donc je lui dis corrige juste les fautes d'orthographe et la syntaxe si besoin. Oui. Par contre, je sais qu'il n'est pas complet ou que j'ai pas mis le ton. Et je lui dis, écris-le comme moi, ou sois plus amical ou autre. Et parfois, si j'oublie de lui dire sois Jérémy, en effet, il va faire un truc un peu bateau. Parfois, il me corrige trop, ça m'énerve, parce qu'il a édulcoré mon ton. Et donc, je lui dis, enfin voilà. Et c'est hyper puissant parce que il permet vraiment d'être toi en mieux. Alors, il y a des biais aussi, c'est-à-dire que d'abord, il peut faire mal des choses si tu le relis pas, etc. Et puis, il y a aussi ce biais de se dire. Alors ça c'est un biais plutôt positif, mais un mail avec des fautes d'orthographe c'est en train de devenir inadmissible, je trouve, de plus en plus, parce que on sait que tu peux faire corriger ton mail par une IA, d'ailleurs avec même plus besoin d'aller dans GPT, Gemini embarqué sur Hotmail, etc. le font déjà, mais... Il y a des extensions. Donc à la fois c'est plutôt cool, donc est-ce que ça va faire progresser les gens en orthographe ou les faire dégraisser, je sais pas trop, on verra.
Bah, j'ai l'impression que moi, depuis que j'ai plus un smartphone et un ordi, euh, depuis 20 ans, mon écriture régresse. C'est-à-dire que j'écris à moitié le mot et puis il me le corrige en fait. Ouais. Je fais plein de fautes, mais même sans faire exprès, en tapant une autre lettre pour une autre. Et je pense, ouais, je pense que ça, au moins en pratique, au moins on va être fort. Ouais, ouais, c'est clair. Et, On aura chacun nos doubles virtuels. Trop bien. et donc, si tu veux des autres exemples, puisque tu parlais d'exemples Ouais, d'automatisation, en réalité, seule la créativité là est la limite. Et je dirais, on est en mars 2025. D'ici 6 mois, ça va encore beaucoup évoluer. Et d'ici un an, ça va encore être autre chose. On parle d'automatisation, de création, voilà, de connexion d'apps entre elles. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est à la préhistoire de l'IA. Les IA ne font pas ça pour nous. Mais demain, elles les connecteront pour nous. Nous, on essaie de créer des agents qui font ça pour nous, en fait. Et demain, pour l'instant, on appelle ça des agents. Par exemple, un agent de création de contenu. c'est quoi un agent? On entend beaucoup ce mot agent, mais est-ce que tu peux le définir? Je vais avoir beaucoup de mal. J'imagine un petit gendarme, moi, monsieur l'agent. Ouais, je vais avoir beaucoup de mal pour moi, mais je ne sais pas si c'est la définition exacte. Un, un agent, c'est en fait ce que fait... c'est un raccourci, mais c'est ce que fait déjà un être humain pour un process. Par exemple, un community manager, bah, tu vas avoir un agent IA community manager. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va se connecter tous les matins à 9 heures et répondre aux commentaires sur Instagram, liker, écrire des posts, créer des images, créer des reels. C'est une IA spécialisée. En fait, d'ailleurs, nos propres LLM, celui qu'on a choisi, que ce soit GPT, Mistral ou autre, je sais pas ce que t'en penses toi, mais finalement, le ton GPT ou mon GPT, si on les a suffisamment fine-tunés, donc on leur a appris qui on est à travailler, Ouais, c'est déjà nos propres agents, c'est puisqu'ça. on a déjà commencé à en faire un peu nos doubles virtuels. C'est ça. Et tu as une différence entre les conversations que tu as avec ChatGPT, où tu lui as juste dit un petit prompt au début, et un agent GPT qui s'appelle les GPTs. En fait, là, tu le promptes beaucoup plus, tu lui donnes des instructions plus longues, et il est vraiment spécialisé dans ça. Tu vas pas, un agent community manager, lui dire ben, j'aimerais que tu répondes à mes emails. Et Il tu a te sers beaucoup des GPTs, toi? Ouais, Ouais. on se sert beaucoup des GPTs. Donc ça, ce sont des agents et tu peux leur mettre des PDF, par exemple plein de PDF de tes posts, aussi de posts de concurrents qui peuvent prendre le style des concurrents ou des bonnes pratiques. Par exemple, tu peux mettre 50 posts de concurrents et ça va prendre les accroches. Ok. C'est comme ça que ça se fait aujourd'hui en création de contenu. Tu vas du coup avoir 50 accroches de quelqu'un qui a 1 million de followers. Et donc forcément, ces accroches sont parfaites. Et donc l'agent GPT va reprendre toutes ces accroches. Et il va même comprendre peut-être qu'une accroche, si tu lui dis bah, ce post, si tu lui mets dans un PDF où ce post a eu, je sais pas, 10 000, ça dépend sur quelle plateforme, mais 10 000 likes, 1 million de likes, si ça a marché, ça dépend des plateformes, mais il va comprendre que cette accroche a plus marché. Et donc Ok. il va peut-être la Ah ouais, mettre. Et donc il est de plus en plus intelligent. magnifique. J'aime bien, moi, dire que c'est la fusion de l'intelligence individuelle, collective et artificielle, parce que si t'as pas l'idée de penser à ce truc-là, en fait, déjà, faut être doué pour se dire, oh là là, ok. En fait, c'est ce que fait un community manager, par exemple. Il va se dire, ok, qui fonctionne bien, qu'est-ce que je vais prendre, où est-ce que je vais prendre Ouais. mes inspirations et autres. Sauf que le cerveau humain, il est un peu limité en capacité. Et là, du coup, on va avoir un deuxième cerveau qui, lui, est illimité en capacité. On va lui donner à manger autant de data qu'on veut. Et du coup, Mm. il va nous ressortir, si on l'a bien entraîné, il va nous ressortir des résultats parfaits, quoi. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, pour l'instant, on lui entre par exemple 10 concurrents, 10 personnes qui inspirent en fait un concurrent. C'est pas un vilain mot. C'est 10 personnes qui font mieux que nous en création de contenu. Aujourd'hui, en fait, on imite l'humain. On dit à l'IA d'imiter l'humain. Bah, va voir ces 10 personnes, qu'est-ce qu'elles ont posté aujourd'hui. Mais demain, l'IA, elle va nous trouver des nouveaux concurrents. Elle va nous dire, mais tu pourrais regarder du côté du Japon.
t'as jamais regardé du côté du Japon ce qu'ils faisaient en création de contenu, Non. parce que c'est en japonais. Mais l'IA, elle comprend, elle a aucune barrière, et donc du coup, elle va pouvoir aller voir les 10 personnes qui font de l'automatisation au Japon, et tu te dis, ok. Incroyable. Tu là, fais ça, toi? on est en cours de le faire. On doit le faire sur le mois de mars, là. Ok. C'est le moment pour faire un peu de pub. Si les gens veulent te suivre, c'est quoi tes réseaux préférés? Où est-ce que tu postes tous ces contenus-là? Pour l'instant, que sur LinkedIn. En fait, on suit à fond LinkedIn. En fait, moi, j'aide les gens qui ont déjà une entreprise, les entrepreneurs et PME, à automatiser ce qu'elles ont déjà, à gagner du temps. Et on voit que ça marche bien, donc on les forme à ça. Et aussi, on crée des agents pour pas qu'elles aient à faire toutes les automatisations. Sachant que les automatisations, tu peux les copier-coller. On parlait de Make, Zapier tout à l'heure. On utilise ces outils, surtout Make, qu'on trouve un petit peu plus ergonomiques, mais ça dépend des gens. En fait, ils ont juste à copier-coller les automatisations qu'on a déjà faites, les prompts. Mais ce qu'on veut, c'est aller plus loin et créer des agents. Par exemple, là, on crée un agent téléphonique qui répond au téléphone, qui prend des rendez-vous, qui appelle et prospecte. Et ça, c'est magique pour plein de PME, quoi. Waouh. Ouais. La transition parfaite. Alors du coup, on va passer au Jérémy de 40 ou 50 ans qui est entrepreneur, du coup. On va prendre ça, qui a une entreprise. Alors attends, je vais te faire un truc terrible, c'est que comme j'ai au moins 3 questions en tête, je vais te faire la multi-question, et puis après je te laisse parler. Non, j'ai envie de te demander, ok, donc moi si j'arrive, pour une fois je vais être enthousiaste. Souvent quand je fais le gars de 50 ans, je sais pas pourquoi, souvent je suis sceptique, là c'est le contraire, je suis enthousiaste. J'arrive, donc je te parle, on me met en contact avec toi, je suis trop content, du coup j'ai envie de tout automatiser. Je te dis, Laura, je veux tout automatiser, automatise-moi tout mon métier, je veux le matin, je veux arriver à appuyer sur un bouton et puis rien faire, je veux que personne ne fasse rien, automatise-moi tout. Tu me diras si c'est une bonne approche ou si c'est une erreur, ou enfin, comment est-ce qu'il faut faire. Et puis, depuis tout à l'heure, j'ai très envie que tu me... est-ce que tu pourrais nous décrire, même de manière en surface, mais de manière un peu technique, un use case, alors, je ne sais pas si tu vas accepter de nous filer tes tricks, mais un use case que tu aimes bien, toi, peut-être tu en parlais de Make ou Zapier, c'est assez intéressant, de plusieurs outils, plusieurs tâches qui sont additionnées les unes aux autres. Et voilà. Et puis le dernier point peut-être, c'est comment tu t'y prendrais avec moi, et en fait comment tu t'y prends dans la réalité, dans la vraie vie avec les personnes que tu accompagnes. Est-ce que tu le fais à leur place? Est-ce que tu leur apprends à faire? Comment ça fonctionne? C'est une bonne question. Il y en a plein dans ma question, des questions. Déjà, moi je pense que c'est pas négatif d'être enthousiaste. Faut rester réaliste, mais c'est bien d'être enthousiaste. Et j'ai envie de dire, c'est qu'une question de temps avant qu'on puisse tout automatiser. Donc je vais te répondre à l'état actuel de l'art d'aujourd'hui. Ce qu'on peut faire, c'est pas mal automatiser les tâches que certains employés en ont marre de faire, ou pour toi, pour tes résultats, ne font pas assez bien en fait. C'est-à-dire que l'IA peut faire mieux, par exemple en création de contenu. Beaucoup en fait, je reprends cet exemple mais j'en prendrai d'autres, beaucoup par exemple ont du mal à créer du contenu qui fonctionne, qui leur apporte des prospects, et derrière de convertir. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est non seulement créer du contenu automatiquement, mais en plus prospecter automatiquement. L'IA répond en fait sur les réseaux sociaux, elle répond à toutes les personnes intéressées, mais elle va chercher aussi les personnes qui pourraient être intéressées. Et là, c'est un gain de temps immense, hein, c'est plusieurs employés, effectivement. Et donc, on peut automatiser beaucoup de choses. Et ce qu'on fait, en fait, pour l'instant, pour les entrepreneurs qui sont très rapides à automatiser, contrairement aux grandes entreprises, qui ont énormément de sécurité. Moi, je viens du monde des grandes entreprises, là, il y a quelques années. C'est très, très long. C'est très, très long. Ouais. Si tu as, toi, une PME qui a pas énormément d'employés, on va pouvoir faire un grand bond en avant en automatisant pas mal de process. Et l'idée, c'est pas qu'on le fasse à ta place. L'idée, c'est que quelqu'un chez toi, 2 personnes peut-être, apprennent à le faire, parce que le but, c'est pas de venir nous chercher derrière et comme un site internet dans les années 2000 pour changer une image, que ça coûte 1 000 €.
et que ce soit très compliqué. Non, le but, c'est qu'en fait, tu sois autonome, tes équipes soient autonomes, et donc elles connaissent leurs automatisations, elles peuvent les changer, et elles vont les changer. Toutes les 3 semaines, elles vont les changer, elles vont venir dans le prompt, elles vont améliorer quelque chose, elles vont vouloir, par exemple, tu reçois plein de newsletters dans tes emails, et tu les lis, ok, c'est sympa, mais derrière, tu en parles entre midi et 2 à la cafette, ou tu renvoies en fait l'email, et tu te dis, mince, ben, j'aimerais bien être aussi bon que ces newsletters. En fait, ce que l'IA peut faire en automatisant, c'est recevoir toutes ces newsletters, elle les lit, et elle en fait en fait des articles elle-même. Elle va chercher sur Internet les compléments d'informations par exemple des IA comme Deep Research dans ChatGPT ou Perplexity. Perplexity qui va chercher sur Internet. Et alors là, ben, du coup, elle va créer des articles, des posts avec des images. Elle peut aussi créer des vidéos pour tes réseaux sociaux. Et ça en automatique. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Et puis, c'est un gain de prospects aussi, de clients. Et oui, il y a un gap énorme si aujourd'hui tu implémentes l'automatisation avec les personnes qui ne l'implémentent pas. Ouais. Tu m'étonnes. Trop bien. Mais le but, c'est de l'avoir chez soi. C'est que ça t'appartient, que ce soit pas en externe, effectivement. Ok. Sauf si, voilà, tu n'as pas envie, tu n'as pas le temps, tu fais appel à des gens. Ça dépend vraiment de ce que tu veux. Et une fois qu'en fait, des personnes en externe ont réfléchi pour toi à tout ça, voilà, tu l'implémentes. C'est la suite logique des choses. Voilà, ça dépend de ta stratégie et voilà, de où t'en es. Ouais, complètement. Comme tout, en fait, t'as envie d'intégrer ou pas. Et un use case que t'as aimé, enfin que t'aimes bien, que tu conseilles à plein de gens, je sais pas, ta petite automatisation miracle, ton petit trick à toi, ce serait quoi? Ben, c'était pas mal tout ce qui est newsletter et qui se transforme. Donc, tu as toutes tes newsletters qui arrivent et ça se transforme en ta newsletter, mais améliorée dans ton style. Et puis en post, d'ailleurs, tu peux faire 50 posts en automatique. Et tu pourrais nous faire un peu en surface, hein, mais donc le process. En fait, je trouve que, parce que là, on en parle de manière conceptuelle, tu nous expliques que ça existe. Oui. Ce qui est génial, mais ça reste impressionnant. D'accord. Et j'ai envie un peu qu'on comprenne comment est-ce qu'on fabrique ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Bah, c'est sur des sites comme make.com, Zapier. Il y a aussi N8N qui est un peu plus tech. Et donc là, tu vas pouvoir en fait avoir devant toi des modules, des petits ronds qui vont représenter chaque site internet, par exemple un chat GPT, puis tes emails, ton email Google, puis ton LinkedIn. Et donc on va, et je l'ai fait dans le mauvais ordre, mais on va avoir par exemple le premier module, c'est ton email. Donc ici, ce module, ça va permettre dans Make de se connecter à ton email, et à chaque fois que tu reçois une newsletter de un tel ou un tel, tu reçois dans Make, Make aspire cet email et va l'envoyer au prochain module. Juste pour faire une pause là-dessus, Ouais. si je comprends bien, dans ma configuration, je vais dire à Make, quand tu reçois un mail de newslettertech.com, Oui. Gmail te l'envoie, ou tu la prends chez Gmail, et celle-là tu la prends, mais donc tu ne t'occupes pas du mail de Laura qui me parle du podcast qu'on a enregistré hier. Par contre, prends Newsletter Tech et puis j'imagine quelques autres. Oui, c'est ça, il y a plusieurs manières de faire, mais en gros, tu vas lui dire de se concentrer, en tout cas dans cette automatisation-là, que sur les newsletters. Ouais. Ok, génial. Donc H1, tu configures Make avec ton Gmail pour qu'il prenne la data de ce que tu reçois par mail. Oui, c'est ça. Donc à 8h02, tu reçois un email, Make le reçoit, ton petit module, et donc s'enclenche toute ton automatisation derrière. Et donc elle va jamais s'arrêter. Donc ça crée en tout un peu comme un agent en fait. C'est une automation qui devient un peu un agent. Et donc tu enchaînes, ton email est reçu. Ensuite, il est envoyé dans ton agent GPT que tu auras configuré pour résumer la newsletter. Par exemple,
par exemple, tu as 3 articles dans la newsletter, et donc chaque article va être résumé, par exemple en 3 paragraphes. D'une certaine manière, tu l'auras configuré. Ensuite, GPT, le module GPT va envoyer au module, par exemple, Perplexity, ce texte résumé. Et donc, Perplexity va rechercher sur Internet toutes les nouvelles du jour à propos de ces articles, de ces résumés. Et donc, ça va venir enrichir la newsletter de base que tu as reçue. Et donc, on va avoir peut-être plus d'infos de l'extérieur, peut-être des chiffres, l'automatisation, un article sur l'automatisation. Perplexity va venir trouver des chiffres, combien d'entreprises ont automatisé à ce jour en 2025. Et ensuite, Perplexity va envoyer cette data et toutes les datas d'avant. Va envoyer cette data, par exemple, à un autre agent GPT qui va dire « Ok, moi, je vais faire un scoring de chaque article. Et je vais dire, sur 5 étoiles, il y a combien d'étoiles pour cet article. Si c'est 2, parce qu'on l'aura prompté pour ça, on l'aura configuré. Si c'est 2 étoiles, par exemple, cet article, on pense que ça va moyennement intéresser le public. Eh bien, il va le scorer. Et le module d'après, GPT, il va juste prendre les articles qui ont plus de 4 étoiles sur 5. Et donc, on va améliorer la newsletter de base en se disant, ok, ça, c'est pas un sujet qu'on veut voir dans notre newsletter, ça va pas cartonner. Et donc, il fait ça tout seul. Donc là, il y a quand même, au final, plusieurs réflexions d'agents qui, à la fin, donnent une sélection, une création de contenu et une sélection et une création de newsletter, et puis ça peut envoyer ensuite en automatique dans un dernier module par email à tes 1000 clients la newsletter. Tu m'as surconvaincu là. Ouais, et puis tu peux avoir une étape de vérification humaine, évidemment, on en est là pour l'instant. Mais alors quand tu le dis comme ça, toi, ça a l'air hyper facile. J'ai l'impression que je peux sortir de là et j'ai déjà un peu trifouillé Mike et Zapier et Auteur. Moi, à titre personnel, mon gros problème, c'est que comme je suis très impatient, dès que ça bug, ça m'énerve et j'arrête. Ouais, aujourd'hui, il y a des bugs et en fait, l'idée, c'est de prendre de ce qui a déjà été fait. Pour l'instant, je pense qu'on va en rire dans quelques années, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on copie tout ce schéma et on le colle. On le colle chez les clients. Et oui, il y a des prompts à réajuster selon les domaines. On ne va pas mettre 4 étoiles sur 5 je ne sais pas si on vend des mouchoirs. Il va falloir dire quel article est intéressant sur la vente de mouchoirs plutôt que sur l'automatisation. Donc, il va falloir prompter ça. Et donc ça, c'est un peu de travail. Mais ce n'est pas énorme par rapport aux résultats souhaités. Manard, dans mon équipe, qui est le tech lead, qui est celui qui fait tout, qui est pour moi le cerveau de The Tech Nation, me dit toujours une phrase que j'adore. Il me dit « Je perds du temps pour en gagner après ». Ouais, c'est exactement ce que tu viens de définir, c'est-à-dire que c'est passer beaucoup de temps au début, accepter. Mais encore une fois, j'aime bien qu'on le comprenne, c'est-à-dire que ces choses-là, c'est pas neutre, c'est un gros investissement au début, ça marche pas tout de suite parfaitement, il faut comprendre que voilà, par contre, si tu le fais bien, derrière, c'est exceptionnel. Ça dépend si tu es accompagné ou pas, c'est comme tout. C'est comme tout, si tu... Faut quand même être encore assez geek pour se plonger là-dedans. Oui, si tu le fais seul, ça va prendre du temps. Ouais. Ça va prendre du temps, c'est sûr. Mais en fait, c'est un investissement. Perdre du temps, c'est comme si tu veux aujourd'hui investir en crypto, il y a une perte de temps pour se former. Mais après, il y a peut-être potentiellement un gain de temps, un gain d'argent, par la suite. C'est vraiment un investissement. La formation, investir sur soi, c'est quand même clé, je pense, en 2025 et surtout avec l'IA. Parce qu'aujourd'hui, tu as tellement d'outils. Parce que là, je te l'ai fait courte, mais effectivement, il faut que tu saches que Zapier et Make, c'est les meilleurs. N8N, si tu es un peu plus tech et que tu veux être en local, donc c'est déjà des gros mots pour certains. Donc déjà, tu fais cette sélection-là. Ensuite, tu sais si tu vas passer par GPT ou Claude. Claude, il est meilleur en mars 2025 sur la rédaction de contenu. Est-ce que tu gardes un GPT ou est-ce que tu prends un Claude ? Et tout ça, t'as des gens pour te l'expliquer ou pas. Si tu gardes un GPT, il faut un petit peu mieux le prompter qu'un Claude. Ensuite, si tu passes par Perplexity ou GPT Deep Research, et tout ça,
ça va tellement vite. On dit aujourd'hui, il y a des IA qui sortent tous les jours, des fonctionnalités qui sortent tous les jours, c'est vrai. Et en fait, t'as des gens assez fous pour en fait tous les jours regarder les fonctionnalités, les tester, et c'est un métier en fait. Ça se trouve, quand on sortira cet épisode, il y aura une actu qu'on n'aura pas pris en compte. Non, mais ça arrive tout le temps, c'est vrai que ça va tellement vite que... Mais oui. Ouais. Là, il y a 2-3 jours, il y a des choses incroyables qui sont sorties sur les automatisations. On appelle ça des agents, alors que jusque-là, on les appelait pas agents, mais automatisation. Et ça fait que 2-3 jours. Et la frontière est mince. Et après, c'est un délire, hein, c'est un domaine, en fait. Mais si ça intéresse des personnes, effectivement, la liste d'outils est très longue. Les bugs sont là. Donc oui, ça peut en décourager certains. Et puis d'autres qui comprennent que de toute façon, ça va arriver, c'est une vague. Soit tu la surfes, soit tu bois la tasse, voire tu te noies. Donc c'est pas fun pour tout le monde. Mais il y a des gens qui ont déjà fait ça. Et je pense qu'au début, avant que ce soit simple, d'ici 1 ou 2 ans, je pense que voilà, il y a une vague à surfer avec je pense des gens qui ont déjà appris. Moi, j'ai appris de personnes qui avaient déjà appris en fait, d'Américains notamment qui étaient un peu en avance, ou d'un ou deux Français. Ouais. Ah ben c'est parfait, parce que j'ai justement hyper envie de te demander qu'on parle de toi maintenant, un peu plus précisément. Tu nous as teasé un peu avec quelques éléments, mais Laura, est-ce que tu peux nous raconter qui tu es, ce que tu fais? Et moi, la question que j'adore poser, c'est surtout le chemin. Qu'est-ce qui t'a amené à être la personne, la professionnelle que tu es aujourd'hui? Comment t'en es arrivé là? Moi, dans la façon dont tu m'expliques tout ça, je te sens hyper pointu. Est-ce que tu as une formation tech? Est-ce que ça a commencé dans l'enfance? Bref, quel a été ton chemin de vie pour faire tout ça? Et puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui aussi? Moi, je suis née en 90 et je précise ça parce que chacun a évolué avec une technologie différente. Et dans les années 90, moi, j'ai eu la chance d'avoir un petit ordinateur pour enfants à 3 ans, puis un Windows 95. Et donc, on travaillait avec Adibou qui faisait pas nos devoirs, mais qui nous aidait à faire des nouveaux devoirs pour apprendre des choses en plus de l'école. Et c'était super, c'était vraiment très ludique. C'était l'ancêtre de l'IA. Et du coup, moi, j'ai beaucoup aimé en fait déjà toutes les nouvelles technologies. Et dès qu'une nouvelle technologie sortait et sort encore aujourd'hui, ça me passionne et j'adore ça. Et donc, je pense que c'est ça qui a drivé tout mon parcours. Moi, j'ai fait école de commerce, je suis pas du tout tech. Et quand on parle d'apprendre du HTML ou quoi, pour moi, c'est mort. Et de plus en plus avec l'IA, il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, j'écris beaucoup de lignes de code avec l'IA. Et donc, je peux faire beaucoup de choses. Ça s'appelle du no-code. Et je pense qu'effectivement, l'IA, comme beaucoup de choses, c'est peut-être un vilain mot, mais remplace de plus en plus les codeurs, les juniors, puis à terme les seniors. Mais va nous remplacer sur beaucoup de choses. C'est pas pour être dystopique, mais on va faire d'autres choses à côté. Ça va remplacer nos tâches. Et en fait, moi, je suis restée non-tech parce que ça m'attirait pas. Et je suis contente aujourd'hui qu'effectivement, on puisse faire beaucoup de choses tout en étant non-tech. Et dans les clients qu'on a aujourd'hui, en fait, on voit que c'est des gens qui voient la vague, qui voient les choses venir et qui ont envie d'apprendre, de créer des choses qu'avant ils ne pouvaient pas faire. Et je trouve ça vraiment magique. Et voilà, je pense que c'est ce qui a drivé tout mon parcours. Et au début, Make Zapier, j'en faisais il y a, je sais pas, Zapier, je sais pas quand ça a démarré, peut-être 8 ans, peut-être moins. Et c'était déjà super en fait de relier des apps entre elles, que la lumière s'allume en arrivant, c'était rigolo, c'était la domotique en fait. C'était les premières automatisations plus ou moins utiles. C'était un peu gadget quoi. Et en fait, j'ai fait école de commerce, donc pour revenir à mon parcours, et ensuite j'ai créé une start-up IA en 2014. Machine learning, c'est un pan de l'IA, c'est l'IA qui apprend d'elle-même.
mais qui s'améliore, un peu comme l'humain. Et ensuite, je suis restée dans les startups, mais plutôt dans les SaaS, donc tous les logiciels en ligne. Et j'ai aidé les startups à créer leurs produits. Plutôt chef de projet, chef produit. Et puis, je suis revenue à l'IA. Je suis passée par la crypto et le métaverse. Et je suis revenue à l'IA parce que l'IA augmente le métaverse. Il y a plein de choses dans le métaverse qui peuvent être augmentées grâce à l'IA, grâce à l'intelligence, et qui accélèrent en fait toutes ces technologies. Et en fait, grâce à ChatGPT, quand ChatGPT est sorti, je me suis dit, ok, ça va tout changer. Là, il faut qu'on soit plus productif. J'avoue que ça m'agaçait un peu dans les grandes entreprises, que ce soit aussi lent, en fait. Tu bossais dans des grands groupes, tu disais à ce moment-là ? J'ai bossé dans des startups et dans des grands groupes. D'accord. Et malgré des humains hyper intelligents, hyper motivés, c'est très très lent de changer. Et dans les startups, tout n'est pas possible non plus. Et je me suis dit, avec ChatGPT et l'IA qui arrive, on va enfin pouvoir être beaucoup plus productif et être meilleur en travaillant moins. Ok, génial. Et donc, c'est à ce moment-là que tu as lancé ton activité actuelle. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, alors donc c'est une formation pour tous les entrepreneurs et les entreprises qui veulent intégrer l'automatisation, c'est-à-dire l'IA, mais l'IA toute seule, tu le vois, hein, tu dois aller dans Eleven Labs pour changer la voix. Si tu ne crées pas toute ton automatisation, du coup, tu dois faire un par un, tu dois faire une par une toutes les tâches. Donc, l'idée, quand tu veux vraiment devenir plus efficace, c'est de faire de l'automatisation. Et donc, on accompagne toutes ces entreprises à ça. Donc, on les forme à un plus ou moins haut niveau, par exemple, de Make, ChatGPT. Ça dépend en fait de leurs envies. Et après, elles ont des quick wins qu'elles veulent faire, les entreprises, les entrepreneurs. Quand tu veux, par exemple, automatiser quelque chose qui te prend beaucoup de temps et qui pourrait te faire gagner peut-être plus d'argent, avoir plus de clients, c'est quand même le but des réseaux sociaux. Hein. Si tu es sur un réseau social et que ça ne te rapporte pas de clients, c'est quand même difficile, quoi. Donc le but, c'est d'automatiser ça pour gagner du temps et aussi de l'argent. Et donc ça, c'est un quick win. Et puis tu as tous les emails, tu as énormément on a des dizaines et des dizaines d'automatisations qui peuvent être faites. T'es un peu une coach en IA et en automatisation, quoi. Ouais, c'est un peu coach, ouais. Jusqu'à ce que je me clone, en fait. Là, le but, c'est de se cloner et que les clients puissent jour et nuit demander à une Laura comment on fait ça, là ça bug, est-ce que tu peux m'aider ? Magnifique. Ça fait, je sais pas si non, moi ça me rend toujours très enthousiaste, mais je comprends je conçois qu'il y a des gens à qui ça puisse faire peur quand on parle de se cloner, de plus travailler humainement, etc. Ouais. Parce que c'est vrai que ça reste vertigineux quand même. Ouais, je pense que c'est un gros changement, il y a un gros shift là qui est fait. Quand les chevaux ont été remplacés par la voiture, ça a été les chevaux qui ont servi plus qu'à être montés par des enfants de 10 ans le week-end. Mais après, on a eu... En fait, tout ça, ça vient... Après, les chevaux, ils sont peut-être pas plus malheureux au chômage. Hein, ils sont... Je sais pas trop. Peut-être qu'on devrait prendre exemple sur eux. Ils sont plus chevaux dans la nature qu'avant. Peut-être qu'il y en a moins aussi. Ouais. Là, tu finis sur sur une ouverture flippante. Peut-être qu'il y aura moins d'humains. Non, on va pas partir là-dedans. Mais ça fera pas de la peine à ceux qui sont pas nés. Mais en fait, le but de tout ça, c'est pas de faire flipper. C'était en fait de vraiment de travailler moins en étant plus efficace. Qu'est-ce que ça va donner ? À mon avis, personne n'en sait rien. Mais les outils qui commencent à nous dépasser... dans une société qui, si elle reste capitaliste, c'est le plus productif qui l'emporte. Mais après, de toute façon, s'il n'y aura pas plus d'humains pour acheter, tu peux pas, je pense, avoir des millions d'IA qui créent des choses pour personne qui les achète. Ça va pas du jour au lendemain être une catastrophe. En fait, si tu as envie d'acheter plus de micros et de caméras, l'idée c'est quand même que s'il y a les crée, il y a quelqu'un pour les acheter derrière.
Oui, c'est comme chaque révolution humaine finalement. C'est qu'en fait, c'est un nouvel outil. Quand il sort, au moment où il sort, ça fait peur parce qu'il y a du changement devant nous. Mais c'est Ouais. juste que on va changer, on va faire des choses différemment. Peut-être, il y a plein de gens, les optimistes disent qu'on va moins travailler. Donc si on travaille moins, c'est cool. Ouais. Il y a potentiellement pas mal de tâches embêtantes, un peu Ouais. rébarbatives, qu'on va probablement pouvoir confier, au lieu de les sous-traiter à des gens, pouvoir les confier à Ouais. nos IA. Donc a priori, c'est plutôt des bonnes nouvelles, mais comme tout, on verra l'usage Ouais. qui est fait par la majorité. Ce qui compte, c'est la majorité. Il y a toujours des gens qui prendront des outils et qui en feront un mauvais usage. Mais ça, que ce soit l'IA, une voiture, une tronçonneuse, ce qu'on veut, ça existera toujours. Ouais, c'est ça. Et puis, je me souviens, dans les années 2000, on disait le travail, c'est l'opium du peuple. Et là, on tient vraiment à notre travail. D'un coup, quand on voit arriver l'IA, on se dit, mais je veux travailler. Ah bon? Ah bon? Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'il y en a qui vont toujours travailler. Sur quoi? Bah, je sais pas. Peut-être l'artisanat. Peut-être être plus humain aussi. Peut-être que aussi il y a des travailler à Paris dans une start-up, faire du 10h 20h, ça peut plaire quand t'es jeune, mais à un moment donné, est-ce qu'on était fait pour ça quoi? Je sais pas. Ouais, puis on peut travailler différemment aussi. Finalement, l'exercice qu'on est en train de faire tout de suite, qui est quand même, Ouais. je sais pas ce que t'en penses, mais extrêmement cool, agréable, quoi, se retrouver dans un endroit sympa, Bah ouais. enregistré, euh, c'est à la fois quelque chose de très cool, mais ça fait partie de notre travail. Et peut-être qu'on peut se le permettre parce que il y a des outils qui font que avant, Ouais, pour faire ça, c'est vrai. il aurait fallu un studio de production de dingue, des Ouais. gens hyper qualifiés. Et autres. Et là, ça tient dans un sac à dos Ouais. et on a un peu de travail derrière, mais 2-3 heures grand maximum. Mm. Donc ça permet, comme toute évolution, ça permet de faire plein de choses, plein de nouvelles choses. Oui, et puis je pense que l'être humain, ce qu'il veut, c'est en fait être en contact avec l'autre être humain. Après, tout ce dont on parle, c'est du travail. C'est juste un petit pan de la vie qui nous prend beaucoup de temps aujourd'hui. Mais finalement, c'était un pan pour se nourrir, pour avoir des divertissements, de l'argent. Mais en fait, le but d'un humain, c'est d'être au contact, c'est de vivre des choses. Donc, effectivement, on est content de faire ce podcast peut-être plutôt que d'écrire. Moi, j'ai pas envie de répondre à mes emails 5 heures par jour. À un moment, c'est ce que je faisais. Et voilà, écrire des emails 5 heures par jour, bah, c'est pas du contact humain. Donc, si dans un premier temps, l'IA me permet d'avoir plus de contact humain, pourquoi pas. Et après, je pense que dans les périodes de transition, ben, c'est les personnes qui vont effectivement surfer sur cette vague, c'est-à-dire prendre en main l'IA, qui vont peut-être plus performer. Et après, les autres, je sais pas comment ils vont suivre parce que je sais pas, je pense qu'on va leur faciliter la tâche en leur mettant des agents très, très simplement. Et l'agent va en fait, par exemple, venir se plugger à des outils qui existent déjà. Je pense que l'IA, un de ces jours, va pouvoir faire ça. Un vieil outil, par exemple, d'une association. Et je dis ça, on pourra faire la transition sur le sujet d'après, mais je connais un peu les associations et en fait, elles ont par exemple des vieux outils, voire elles sont à la main. Les agents IA vont pouvoir venir les aider, venir se plugger avec ces vieux systèmes et les connecter à des nouveaux, faire des nouvelles choses. Alors que jusque-là, il aurait fallu 40 000 euros de Ouais. développement pour faire une transformation digitale et 4 ans, quoi. Donc là, c'est magique, en fait. Ça va... mais ça va être peut-être que les associations, certaines en tout cas, vont être plutôt des suiveurs. Et donc, ça va arriver en 2026-27. Et donc, jusque-là, peut-être qu'il y a d'autres associations qui, elles, vont surfer sur la vague IA et elles vont automatiser avec du make, en mettant un petit peu les mains dans le cambouis, quelques semaines pour que après ça leur fasse des super résultats. Donc il va y avoir quand même plusieurs types d'entreprises. Ok. On se souvient de Kodak qui n'a pas pris la vague du numérique. Ouais. Voilà, c'est dommage. Et on se souvient avec un peu de nostalgie de Kodak maintenant. Du coup, j'ai un copain qui utilise encore beaucoup les appareils jetables, mais c'est vrai que c'est le nostalgique du groupe. Bon, alors du coup, t'as encore fait la transition parfaite, c'est génial. Donc la dernière question de ce podcast, c'est savoir, Laura, quelle est
Comment, en fait, quel est l'impact pour toi? Comment tu t'efforces d'avoir un impact positif sur ton écosystème? On a pas mal parlé d'éléments sociétal. L'impact, ça peut aussi être social, environnemental. Et c'est traditionnellement là-dessus qu'on conclut. Encore une fois, tu nous as teasé, donc c'est ton talent de marketeuse, je sais pas. Je sais pas. Alors l'impact. Alors je vais parler du bon impact. Hein. J'imagine C'est le but, ouais. que c'est le but de parler du bon. Ce que j'essaie de faire, moi j'ai travaillé, ça a été très important pour moi de travailler dans l'associatif pendant, je crois, 2 ans et demi. Et quand tu vas dans l'associatif, tu prends le boulot qu'il y a. Moi j'étais en logistique et c'était super. On recevait en fait Alors j'étais pas sur le terrain, mais derrière un ordinateur, et on recevait 40 millions d'euros de lessive. Ah ouais. Ouais. C'était pour quel asso? C'était Don Solidaire. Ok. Et c'était pour les redistribuer ensuite à des associations caritatives qui les redistribuaient elles-mêmes à des personnes en précarité. Donc tous les objets en fait du quotidien, les entreprises jusque-là les détruisaient. Et donc en plus il y a une loi qui est passée pour pas les détruire, mais parfois ça leur coûtait moins cher que de redistribuer. Et ça aussi, ça leur coûtait cher de nous redistribuer à nous, aussi parce que il fallait nous donner tout le contenu de la palette. Il fallait nous donner le temps, le timing à laquelle la palette arrive. Ça leur faisait du travail en fait de se connecter à nous. Et je pensais à ce genre de logiciels qui vont vraiment faire un bond en avant dans les associations. Pour eux, l'IA est hyper intéressante. Et donc là, j'ai essayé d'avoir un impact. Pour moi, je me levais le matin et c'était vraiment magique. Je venais du monde des startups et aussi un peu des 2 grandes entreprises. Et j'ai voulu voir un petit peu ce qui se passait dans ce monde-là. Et donc, ça faisait du bien en fait, de trouver un peu de sens. Et j'espère un jour pouvoir, si l'IA continue d'évoluer comme ça, pouvoir faire des agents, je sais pas, des agents associatifs qui peuvent faire le bien, des agents IA je sais pas, qui peuvent redistribuer des choses. En fait, il y a plein de choses à faire dans le milieu, je dirais, social et sur Internet aussi. Je pense que les IA peuvent beaucoup nous aider et les assos en ont besoin. Et après, je sais pas sous quelle forme, si ce sera une asso ou autre chose, mais j'espère vraiment pouvoir construire un agent un jour pour ça. Magnifique. Mais ça, c'est un jour. Trop bien, hyper intéressant, hyper inspirant tout ça. Merci. Écoute, je regardais le timing, on a passé l'heure, alors c'est pas grave, il n'y a pas de timing précis, mais c'était une conversation passionnante pour moi, Laura, en vrai, je suis très sincère, j'aurais pu y passer plusieurs heures, je pense, mais bon. Voilà. J'espère qu'on aura raconté des trucs intéressants aussi pour les personnes qui nous auront écoutés. Je te remercie pour ton temps. On peut te suivre sur les réseaux sociaux lorsqu'on publiera tout ça. Et voilà, merci beaucoup à ceux qui nous ont écoutés sur The Tech Generation. Merci à toi. Et puis merci beaucoup à ceux qui sont derrière la caméra pour rendre tout ça possible. Yes. Bonne journée. Bonne journée.